bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve On se pour un nouvel retrouve. épisode. Oui, En on se effet. retrouve parce qu'on se retrouve chaque semaine finalement. Exactement. Comme si on se perdait de vue et qu'on se récupérait tous les dimanches à 15h. Comme des bons vieux amis, finalement. Exactement. Mm. Aujourd'hui, petit épisode sur Mr. Chris Bosh, Monsieur Chris Bosh, le dino, le Vélociraptor. le Vélociraptor, légende de C'est vrai Toronto, légende de Miami. Ah, une légende NBA finalement. Et finalement, oui. Un peu le Hall of Famer oublié. C'est comme ça que je suis parti sur mes recherches. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens oublient que Chris Bosh est Hall of Famer. Alors ça arrive, on oublie que des fois certains sont Hall of Famer, mais surtout beaucoup de gens sous-estiment la carrière de ce bonhomme et ce qu'il a pu faire et à quel point il était bon. En effet. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite rétrospective de sa carrière, passée au travers des années, comme ça, pour lui redonner ses lettres de noblesse. Écoute, Parce que, ce programme me plaît. Cette idée me plaît. Cette idée te plaît ? Cette idée me plaît parce que Chris Bosh, c'est un joueur que j'ai pas énormément plus suivi que ça, parce qu'à part évidemment quand il faisait le Big 3 à Miami, mais en soi, c'est pas le joueur que je connais le plus de l'histoire de la NBA, tu vois. Donc écoute, continue parce que c'était ma première question. Quel est ton rapport à Chris Bosh ? Après, je vais donner le mien. Écoute, c'est As-tu tout dit ? J'ai plus ou moins tout dit, oui, je pense. Pas le joueur que je connais le mieux, mais un joueur qui m'a quand même fait kiffer, que j'ai beaucoup aimé regarder, assez kiffant à voir jouer. Ouais. Voilà, tout bonnement mon rapport à Monsieur Bosh. Je suis un peu d'accord avec toi, puisque, alors je pense que ça va être un peu le cas pour une grosse partie des gens de notre âge et de notre génération. Ouais. Nous, on a 23, 24 ans. Mm. Donc c'est-à-dire que quand Chris Bosh était à Toronto, pour beaucoup d'entre nous, nous étions encore en école primaire. Ouais. Et en école primaire, tu ne regardes pas des matchs à 2h du matin de NBA. Non, en effet. Voilà. Et donc nous l'avons un peu plus connu et côtoyé quand il était à Miami, quand c'était le 3e membre du trio des Heatles. Mhm. Et un petit peu plus après que LeBron se soit barré. Je ne vais rien spoiler sur la fin. Quoi, attends, Mais, LeBron il est parti de Miami? Quoi? Tu as? Que quoi? Mais non, Chris Bosh, c'est quand même quelqu'un, c'est un des cadors de la draft 2003, on verra ça ensemble. Mhm. Et je suis désolé, moi c'est un de mes joueurs avec du recul aujourd'hui, parce qu'à l'époque quand il jouait, je ne l'appréciais pas à sa juste valeur, mais quand j'ai grandi et que j'ai commencé à m'intéresser un peu à la NBA, et notamment à l'époque à l'équipe qui m'a fait aimer le basket, les Heatles, je me suis intéressé à Chris Bosh, et allez voir vraiment des vidéos en introduction là de ce podcast, et revenez ensuite, parce que c'est un mec qui fait plaisir à regarder, vraiment. Mhm. C'est un poste 4 qui a 10-15 ans d'avance sur la ligue quand il arrive. Mhm. Et c'est un truc de fou furieux, on va voir ça. Ouais. On est parti, on va commencer tranquillement dans l'enfance. Mhm. Tu connais Smith et Wesson ? Oui, les armes à feu, les flingues, oui. Exactement. Et lui s'appelle Christopher Wesson Bosh. Ok. Voilà. Je m'attendais à une Je- histoire un peu plus dramatique, je te cache pas, quand tu m'as parlé de Pas Smith du Wesson. tout. Voilà, c'est juste que J'ai eu un peu peur, je vais pas te mentir. Mais Non, si Christopher c'est juste Wesson le nom. Bosh, dit Chris Bosh, il naît le 24 mars 1984 à Dallas, dans le Texas. Chez Dirk. Exactement. Il grandit dans un petit quartier de la banlieue de Dallas qui s'appelle Hutchins, qui est un quartier populaire, mais qui n'est pas un quartier spécialement riche ni spécialement pauvre. Hein. C'est le Classe terme moyenne, populaire, quoi, lui. finalement. Ouais, moyenne basse, on va dire. C'est Ok. quand même quelqu'un qui est issu de parents afro-américains. C'est pas non plus. C'était pas Ses parents l'éclate. font des. C'est ça. C'est pas. Ça brassait pas de ouf. Il est pas dans la pauvreté, si on compare. Il est pas dans la pauvreté comme un LeBron et un KD ont pu l'être. Ok. Mais on n'est pas non plus sur un Steph Curry qui grandit avec un père qui a des thunes. Et qui Ouais. joue à NBA. Hmm. Son père, justement, à Chris Bosh, c'est un joueur de pick-up game et de Church League. Est-ce que tu connais la Church League ? Oui, je n'ai déjà entendu parler. C'est du coup, church, c'est les églises, hein, c'est les Exactement. championnats qui sont. Est-ce que tu peux l'expliquer à notre audimat ? Alors, je suis pas sûr de l'expliquer parfaitement, mais Non, je vais tenter quand même. vraiment en synthèse. En synthèse, c'est des championnats qui sont enregistrés, n'importe quoi, qui sont organisés par les paroisses finalement, c'est ça quoi. Exactement. En gros, si je dis pas de bêtises. Vous allez prier, enfin vous allez le dimanche à la messe dans la paroisse de votre quartier,
Et vous avez la possibilité, quand vous êtes investi dans la vie religieuse, de rejoindre l'équipe de basket. Parce qu'en fait, c'est une continuité un petit peu du modèle universitaire qu'ils ont là-bas. Et du coup, ça permet aux plus vieux qui n'ont pas fait carrière de pouvoir continuer à jouer au basket. Donc le père de Chris Bosh est un joueur de Church League et de pick-up game. Chris, lui, avec ses frères, il accompagne tout le temps leur père, parce que leur père ne les laisse pas à la maison seul avec sa mère, et du coup c'est comme ça qu'il va se retrouver à imiter son papa, à jouer sur les paniers, sur le côté avec ses frères. Il est déjà à l'époque plus grand que les autres, mais il est pour l'instant... on va dire bercé dans le basket, mais il n'est pas encore fan de basket. Il va tester plein de sports, Chris Bosh, quand il est jeune. Il va faire notamment du karaté. Et alors maintenant, je vous donne cette petite stat. Chris Bosh fait 2m11 à la fin de sa croissance. Imaginez un mec de 2m11 qui fait du karaté, c'est très très rigolo, je vous promets. C'est surtout terrifiant, quoi. Plus qu'autre chose. Et du coup voilà, donc il teste le karaté, très rigolo d'imaginer comme ça. Il teste aussi le baseball comme beaucoup de gamins, mais il va choisir le basket arrivé en high school. Et il va notamment, en fait, il l'explique lui, choisir le basket parce que comme je disais, il est plus grand très tôt. Et du coup, quand il est plus grand que les autres, quand il est très jeune, tu domines. Et du coup, t'aimes bien les endroits où tu domines, c'est assez basique. Oui, ça se tient. Il va commencer, parce que son père suit la NBA, il va commencer donc à suivre la NBA, à se créer des héros. Il raconte cette magnifique anecdote lors de son intronisation au Hall of Fame, où en fait à l'époque il découpe dans Slam les joueurs et il les colle sur son mur pour s'en faire des petits posters. Donc je trouve ça hyper mignon d'imaginer qu'on a tous plus ou moins fait. Ouais, c'est ça, on l'a certainement tous fait, mais du coup c'est très rigolo. Et puis après il imite aussi ses héros quand il fait du pick-up game, quand il s'entraîne. C'est un véritable driveway dribbler. Je sais pas si cette expression parlera à tout le monde, mais ça me parle un peu plus de l'autre côté de l'Atlantique. C'est cette image de ces mecs qui s'entraînent dans l'allée de garage de chez eux. Ouais, dans leur allée, littéralement. Driveway, c'est une allée. Voire dans la rue. De toute façon, si vous avez vu des vidéos amateurs de basket aux États-Unis à l'époque de Vine ou même maintenant avec TikTok, vous voyez souvent ce décorum où il y a un panier au milieu de la rue et ça fait du basket, et voilà. C'est un gamin qui très jeune a déjà une grosse éthique de travail. Il raconte notamment qu'il s'entraîne même les dimanches brûlants dans le Texas, et autant vous dire que les dimanches brûlants dans le Texas, il a dû en vivre quelques-uns en plus. Exactement, et puis il fait très chaud accessoirement dans le Texas. Aussi, et en fait, il a un peu, quand il est jeune, ce côté un peu fou furieux, un peu acharné de travail, parce qu'il est fan d'un type. Et à ton avis, qui est... Alors, je dis quand il est plus jeune. Là, on va passer sur le high school, donc ça marche quand il arrive en high school. Qui est le joueur favori de Chris Bosh, à votre avis ? Je pense que la réponse un peu basique serait genre un Michael Jordan ou un Shaq, tu vois, ce genre de nom-là. Non, pas du tout. Grant Hill ? Non plus. Le joueur préféré de Chris Bosh, c'est Kevin Garnett. Parce que il dit, je me reconnais beaucoup en fait dans le jeu de Kevin Garnett, j'aime beaucoup son jeu parce que c'est comme moi un grand, un peu longiligne et fin. Et il fait un peu tout sur en NBA à cette époque-là. KD arrive très tôt en NBA. Oui, 98, non, c'est là où si je dis pas de bêtises, même un petit peu avant, j'aurais dit 97, mais peut-être 98 exactement. Ok. Mais du coup, quand lui est en high school, Kevin Garnett arrive en NBA, il le voit et il s'identifie beaucoup. Et il explique qu'il va beaucoup modeler son jeu, notamment par rapport à ça. Et un autre fait qui va un peu modeler et expliquer le jeu qu'aura Chris Bosh plus tard en NBA, donc comme je disais en introduction de poste 4 un peu moderne, c'est que les médecins au début l'annoncent à 2 mètres à peine. Donc en fait, lui modèle son jeu en se disant je vais être ailier, pas je vais être ailier fort, pivot. Du coup, c'est pour ça qu'il aura à la suite ce petit handle. Revenons au high school. Il joue pour le high school de Lincoln. Alors ça me fait beaucoup rire parce que j'imagine vraiment qu'il joue pour le président des États-Unis, comme je suis débile. Et ce petit lycée américain où les salles ne sont pas climatisées, et dans le Texas il fait vite chaud, surtout quand tu joues au basket. Les premières années elles vont être assez compliquées, notamment il en parle. Merci au système américain qui fait s'affronter des gamins qui ont 12 ans et 17 ans comme s'ils avaient à s'affronter. C'est toujours un plaisir. Et lui, ça va le marquer parce que Chris Bosh, on a parlé dans le podcast sur Drazen, je ne sais pas s'il sortira avant ou après, ce sera au pire du foreshadowing.
de ces joueurs qui détestent la défaite. Chris Bosh déteste la défaite et c'est un enfant qui pleure après chaque défaite. Vraiment, il chiale. Et il chiale particulièrement en 2001, quand avec son équipe du coup de Lincoln High School, ils échouent à un seul match d'être champion national. National. Et là, champion national. Là, à ce moment-là, il chiale vraiment beaucoup. Et à ce moment-là, il y a un de ses meilleurs amis qui vient le voir et qui dit « Mais mec, pourquoi tu pleures tout le temps quand on perd ? Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, tu passes ta vie à chialer. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et le petit Chris, il lui explique que en fait, il pleure pas parce qu'il est triste spécialement de la défaite, bien évidemment, il a un peu les boules, mais en fait, il dit, j'ai surtout à ce moment-là l'impression que le travail que je fournis chez moi, parce qu'il considère qu'il s'entraîne dur à l'époque, il dit c'est pas assez, c'est pas suffisant et ça ne vaut rien en fait. Et du coup, il dit ce côté-là en fait me fait pleurer parce que j'ai l'impression de faire tout ça dans le vent parce que lui très jeune, il court après ce rêve d'être pro. Et c'est aussi paradoxalement ce qui le pousse à encore à chaque fois augmenter le niveau d'intensité qu'il a dans ses entraînements. Ça va payer parce que en 2002, donc l'année suivante, avec Lincoln High School, ils vont faire un 40-0. Ils vont être champion national, donc d'abord champion du Texas, puis champion national. Et Chris Bosh, à l'époque, fait déjà 2m11, donc il a déjà atteint sa taille adulte. Il fait 2m11 au lycée ? Oui, il fait 2m11 au lycée. Je pense qu'il devait dominer un petit peu. Légèrement, mais Chris Bosh a une particularité. C'est un joueur intelligent, c'est un joueur ultra collectif. Ses stats sur le match de la finale sont des excellentes stats, mais comme tu disais, 2m11, tu peux t'attendre d'un mec au lycée qui t'envoie 50 wamps. Oui. Et non, il t'envoie un petit 23 points, 17 rebonds, 9 contre. Excellente stats, on va rien dire. C'est très très bon. Mais pour ceux qui suivent un petit peu le high school américain, il y a des types qui dominent vraiment beaucoup plus fort que ça quand ils sont très grands, très tôt, plus athlétiques que les autres. On se souvient de Julius Randle en high school qui était un putain de Stremont, et même Andrew Wiggins. Oui. Donc en 2002, il y a beaucoup de titres honorifiques qui vont pleuvoir pour le jeune Chris. Après ce 40-0, il va être nommé High School Player of the Year par Basketball America. Il sera le Powerade Player of the Year du Texas. Il sera McDonald's All-American. Évidemment. Il sera First Team All-America par Parade. Il sera All-America par eSport. Second All-American Team par USA Today et Slam. Et le titre le plus prestigieux. On est au Texas, un état où le basket, quand même, ça pèse. Le football américain aussi, mais le Texas, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui jouent au basket. Il est Monsieur Basketball du Texas. Monsieur Basketball. Mr. Basketball. Ouais. C'est très cool comme nom de trophée déjà. J'aime beaucoup. Monsieur Basketball. Tu connaissais pas le trophée de Mr. Basketball ? Non, du tout. Alors en high school, donc je fais une petite vlog. En high school, tous les états élisent leur Mr. Basketball. En gros, c'est... Je sais pas s'il y en a qui ça va parler. NBA 2K17, quand vous jouiez Prez, vous commenciez en high school, puis vous alliez en université et vous finissiez en NBA. Et ben, en high school, tu étais Mr. Basketball. En gros, c'est vraiment le meilleur joueur le meilleur joueur de... C'est ça, le meilleur joueur de l'état. Et en gros, c'est un peu l'état est derrière toi, ma gueule, va tout casser par la suite, parce que comme ça, tout le monde te suit dans ton coin, tu vois. Genre, t'es une figure populaire proche, importante, en étant très jeune. Bah non, je connaissais pas du tout ce trophée-là, incroyable. Et bah écoute, tu viens de découvrir le titre de Mr. Basketball. En plus de ça, il y a 3 universités du coup qui vont se manifester pour s'attirer les services de Mr. Chris. L'université de Floride, l'université de Memphis et Georgia Tech. Est-ce que tu sais laquelle des 3 il a choisi ? Dans Floride, Memphis, Georgia Tech. Il a pas fait Georgia Tech ? Exactement. Il choisit les Yellow Jackets de Georgia Tech. Notamment parce que le coach de l'époque, monsieur Paul Hewitt, respecte le désir de Chris de devenir pro. Et en plus de ça, Chris le dit, il aime beaucoup le jeu offensif qui est proposé par Paul Hewitt, notamment le jeu de transition. Et je trouve ça très cool d'entendre un mec qui dit j'aime bien le jeu de transition que tu proposes. Ça démontre, je trouve, un petit peu le QI basket et l'intelligence de Chris Bosh. À ce moment-là, il en parle dans son discours, encore une fois, d'intronisation Hall of Fame.
Sa vie change. Sa vie change parce que c'est un jeune afro-américain issu d'un milieu populaire. Il a fait tout son lycée dans le Texas, dans des salles pas climatisées, sous 45 degrés, à crever de chaud. Là, il découvre les salles climatisées ouvertes 24 heures sur 7. Enfin, 24 heures et 7 jours sur 7. 24/7, ouais. Ouais, 24/7, exactement. Il explique que en fait, c'est tellement une nouveauté pour lui qu'il veut tellement s'entraîner que les coachs le sortent de la salle en disant « Non mais arrête de t'entraîner, tu vas te blesser !» Rentre chez toi au bout d'un moment, Chris. C'est ça, parce que lui dit « Mais en fait, moi, j'ai plus trop chaud, donc je suis heureux. » Et en plus de ça, ça lui donne accès aux études supérieures parce que ses parents lui avaient fait comprendre très jeune que si tu n'avais pas de bourse sportive, Chris, tu ne ferais pas d'études supérieures, on n'a pas les moyens. Et du coup, il est super content parce qu'il a cette bourse. Il va étudier quelque chose à l'université, et je vais faire un petit aparté sur le basket. Est-ce que tu sais ce que va étudier Chris Bosh, qui est, seul indice que je donnerais à l'époque, très bon en maths? Il va étudier les maths. Et bah non, il va pas du tout étudier les maths. Il va étudier le codage. Ok, Chris donc Bosh, c'est un nerd, en fait. Exactement, Chris Bosh, il parle le CSS, il code l'HTML et le JavaScript. Ok. je t'avoue que celle-là, je m'y attendais pas énormément. Je sais bien, et c'est pour ça que je l'ai sorti. Je trouve cette anecdote exceptionnelle. Chris Bosh code, et pareil, je vais pas forcément en reparler, donc j'en profite. Il explique que c'est quelque chose qu'il va garder avec lui quasiment tout au long de sa carrière NBA, où en fait il dit c'est quelque chose qui me calme. Ah mais oui, je crois que j'avais entendu parler de ça, qu'il codait pour se calmer. Je tiens cette anecdote de l'excellent bouquin Eatles de Nicolas Méchel que tu m'avais offert à mon anniv. C'est vrai. Où il en parle un peu plus. Ah mais oui, c'est et donc vrai. c'est tiré d'une interview et en fait il explique vraiment que en fait il trouve ça hyper intéressant parce que ça demande de savoir gérer sa frustration, le coding. Oui. Et du coup il dit que ça se retransmet bien au basket. Fin de parenthèse. Il est très bon avec les Yellow Jackets. Première saison avec le numéro 4 sur le dos, il envoie 15,6 points, 9 rebonds, 2 contres. Malheureusement, ce qui est très propre. Ce qui est très très propre au niveau universitaire. Malheureusement, les Yellow Jackets sont un peu trop courts pour la March Madness. Okay. Ils perdent aussi en quart de finale du tournoi de conférence de la ACC. Et à l'époque, Paul Hewitt explique que c'est pas la raison pour laquelle ils le font pas, mais il rencontre un problème avec Chris Bosh, c'est qu'en fait, c'est censé être la star, mais il est trop collectif. Il veut trop impliquer tout le monde. Il est pas assez égoïste. C'est ça, il veut trop se role-playeriser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est un peu Paul Hewitt qui va lui faire comprendre que, écoute, mon grand, va falloir que t'aies un petit peu d'ego si tu veux aller être pro et être quelqu'un dans la grande ligue. Ça va beaucoup servir à Chris Bosh, qui va être élu d'ailleurs Freshman of the Year de la ACC. En gros, on lui a dit, Christophe, tu es trop gentil. Sois un peu plus méchant. C'est très bien d'être gentil, mais tu vas te faire On lui a dit, muscle ton jeu. Exactement. Fais attention, Christophe. Muscle ton jeu. Et donc, Christophe va aller se déclarer à la draft 2003. La fameuse. Et le fameux draft 2003, il est drafté en quelle place ? En 4. Exactement. Yes. Il est drafté en 4 par les Raptors dans une draft légendaire comprenant notamment Darko Milicic. En 3 par les Pistons. Exactement. En 2 même. Non. Ah ouais, il est en 2. C'est pas Melo c'est pas Melo en 2 ? Non, Melo il est 3. Melo il est 3 à Denver et en 2 c'est Darko. Ah, il me semblait que dans mes souvenirs c'était LeBron 1er, Melo 2, Darko. Non, c'est LeBron 1, Darko 2, Melo 3 et Bosh 4. Et Wade 5. Non, 6 Wade je crois. 6 ? Il me semble que Wade c'est 6. J'ai un doute, mais je crois que Wade c'est 6. Petite cuvée de draft. Exactement, 2-3 bons joueurs. Ouais. Petite anecdote que Bosh raconte au moment sur sa draft quand il est lors de son intronisation au Hall of Fame. À l'époque, le maillot donc qui va être le sien, avec marqué Bosh à Toronto avec le numéro 4 derrière, c'est seulement le 3e maillot de sa vie de NBA. Son premier maillot, quand il était jeune, ses parents lui avaient offert un maillot Lakers, mais pas avec un numéro, genre juste Lakers devant et derrière, un peu les maillots falches. Ouais. Vous voyez ? Les maillots qui n'ont pas de goût, qui n'ont pas d'épices. Exactement. Et il raconte qu'il s'était acheté un maillot en université, un maillot de Ben Wallace. Ok. Voilà. Big donc, Ben. C'est le 3e. Exactement. C'est le 3e maillot que Chris va posséder. C'est son propre maillot. Ça y est, il est en NBA. Il va
Et voilà, une chose que j'ai et que Chris Bosh n'a pas, j'ai eu plus de maillots NBA que toi, mon pote. Et toc. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va aller en NBA. Ouais. Il va aller en NBA et il va surtout aller dans un nouveau pays, puisqu'il est drafté par Toronto. Toronto, c'est au Canada. Dans l'Ontario. Et ça va être Exactement. Ça va être un petit choc pour lui parce que il doit apprendre une nouvelle culture, c'est un nouveau pays, et en même temps, il doit apprendre à jouer dans la grande ligue. Donc ça et à jouer dans le froid, parce que quand tu passes du Texas où il fait 40 degrés au Canada... il en fait moins 30. Voilà, j'espère que t'as mis une doudoune avec toi, mon pote. Exactement. Heureusement pour Chris, il y a 2 vétérans qui vont le prendre sous son aile, c'est Vince Carter et Michael Curry. Ce dernier, Michael Curry, il est cité par Bosh comme étant son vrai vet, genre d'arriver en NBA. Okay. Genre il dit vraiment que c'est grâce à lui qu'il a appris plein de choses et qu'il a pu s'en sortir la première saison. Il va faire une très bonne première saison individuelle, 11,5 points, 7,4 rebonds et 1,4 contre. Franchement, c'est pas dégueulasse. Bon, alors c'est très loin de LeBron et Melo qui sont à cette époque-là déjà des stremons. Oui. Mais c'est assez pour lui permettre de faire la First All Rookie Team avec LeBron, avec Wade, avec Carmelo Anthony et avec un 4e joueur. Est-ce que tu sais qui c'est? C'est qui? Oh, alors là, je sèche complètement, j'en ai aucune idée. C'est Kirk Heinrich. Kirk Heinrich. Oh, j'adorais ce joueur. Il m'a trop fait kiffer avec les Bulls. Mais je me souviens qu'il était dans cette draft-là. Je croyais que c'était plus 2003. tard. Ok. Non, Mr. Kirk Heinrich, du coup, qui est le 5e membre de cette All Rookie First Team. Ok. Qui vient se clôturer correctement cette première saison NBA de Monsieur Chris Bosh. Magnifique. 2e saison, et on va un peu fusionner les saisons pour parler directement ensemble de la saison 2004-2005 et de la saison 2005-2006. Vince est tradé à la mi-saison aux Nets en 2004-2005. Bosh doit donc reprendre le flambeau. Il en parle dans une excellente interview sur le média Uninterrupted où il dit qu'en fait c'est naturellement pour les fans etc. Il sent que ça y est, c'est à lui de passer un cap. Toronto a un peu été habitué à gagner avec Vince. Il doit continuer ça. Ça va être compliqué parce qu'on a une équipe du coup qui passe à ce moment-là on est une équipe qui veut être contender, donc il y a pas mal de vétérans, hey, c'est un projet de reconstruction, viens on met que des jeunes. Ça fera pas les playoffs les 2 saisons. La première saison en 2004-2005, Chris s'améliore quand même, il tourne à 16,8 points, 8,9 rebonds, 1,4 contre toujours. Mais il passe un vrai cap lors de la saison 2005-2006, où cette fois-ci il monte à 22 points et demi, 9,2 rebonds, il rajoute 2,6 passes, il retombe à 1,1 contre, mais première saison à plus de 50% au tir, première saison à plus de 20 points de moyenne, ça y est, Chris Bosh, 3e année NBA, s'installe dans le paysage des postes 4 de la Grande Ligue. Bah oui, il se fait son petit nom, mine de rien, monsieur Christophe. Exactement, la saison collective des Raptors n'est toujours pas là, et je vais pas en passer des heures, mais honnêtement... c'est pas forcément imputable à Chris Bosh, c'est aussi lié au fait que, allez regarder à l'époque les trades et les choix qu'ils ont fait chez les Raptors, on n'a pas le nez partout. Il y avait qui chez les Raptors à cette époque-là? Attends, justement, tu vas voir. Alors, à l'époque, en 2005-2006, il joue avec Charlie Villanueva, qui est un excellent pivot de NBA à l'époque. Charlie Villanueva, il n'y a rien à dire. Mais globalement, sur les lignes arrière... Tu vises pas le titre avec Villanueva titulaire, quoi. C'est le truc. Non, c'est assez compliqué. Sache que Villanueva a mis plus de 50 points dans un match NBA, je l'ai appris dans cet épisode. Oh, putain, moi je l'apprends maintenant. Et exactement. C'était dans la saison 2005-2006, il a mis 51 points par un moment donné. Bref. Okay. 2006-2007, c'est l'heure du changement pour Chris Bosh, pour les Toronto Raptors. Objectif, play-off. Les Raptors trade justement Monsieur Villanueva à la mi-saison, à l'intersaison, pour le meneur de jeu TJ Ford. Et en plus de ça, en 2006, je sais pas si tu te souviens, mais les Raptors, ils ont le first pick. Non, je me souviens. Ah, mais si! Mais oui! Mais si! Et qui est-ce qui draft? La macchina d'Italie, Andrea Bargnani. Exactement, avec cet accent qui n'est pas raciste parce que c'est un pays développé. Wow. Et oui, monsieur Andrea Bargnani, premier first pick européen de l'histoire. Exactement. Donc accompagné de TJ Ford, d'Andrea Bargnani et avec dans le sac à dos son extension qui vient de signer avec les Raptors de 65 millions sur 4 ans.
Jolie bague. Exactement, il s'apprête à débuter. T'allais dire autre chose. Oui, vraiment. La saison va commencer avec ce qu'on pourrait décrire un shaky start, c'est-à-dire ça démarre bien, mais c'est pas terrible. Les Raptors galèrent un petit peu, mais ils arrivent quand même à être à 50% au moment du All-Star Break, notamment porté par un Bosh qui est tonitruant et qui va aller choper sa première étoile. Magnifique. Après son élection, après avoir été voté du coup pour le All-Star Game, il pète un plomb, et là il fait un mois de janvier où il est nommé joueur du mois de janvier et où il tourne à 25 points et 9 rebonds. Je sais qu'aujourd'hui en NBA on a l'habitude de voir des mecs tourner à 35 wimp. Comprenez bien qu'à l'époque 25 points ça te place clairement dans les meilleurs scoreurs de la ligue. Ouais, c'était pas la même pace quoi. On joue un peu plus lentement. Exactement, et puis pareil, Chris Bosh est un mec qui n'a quasiment jamais pris dans sa carrière plus de 18 tirs de moyenne par match. Donc on est sur un bonhomme un tant soit peu efficace. Ouais, plutôt. On est sur des perfs Tim Duncanesque, j'ai envie de dire, niveau efficacité. En plus avec une coupe de cheveux à l'époque, fantastique. Ces locks là. Exactement, il ressemble un peu à Snoop Dogg d'ailleurs, je trouve. Ok, je vois plus ou moins ce que tu veux dire, mais ok. Alors, je trouve que Chris Bosh, aparté, je trouve que Chris Bosh, on dirait un mélange. Alors, quand il a ses dreads, on dirait Snoop Dogg, mais on dirait aussi des fois Jamie Foxx. Ouais, c'est le fils. C'est un peu le fils de Snoop Dogg et Jamie Foxx. Ouais, je capte. Je vois ce que tu veux dire. Ça me. Revenons à un sujet plus sérieux. Les Raptors, exactement, ils font une bonne fin de saison et ils vont être 3ème de la conférence Est avec un bilan de 47-35. Bosh, lui, ça va lui permettre d'être élu dans la All NBA Second Team, et il pose l'une de ses saisons individuelles les plus abouties, en tout cas c'est la plus aboutie jusque-là, avec 22,6 points, 10,7 rebonds, 2,5 passes, 1,3 contre, à 49, 34 et 78 en termes de pourcentage. J'ai été regarder le true shooting, il tourne à quasiment 56% à l'époque, donc ce qui est plutôt pas dégueulasse. Les Raptors vont donc en playoff, et en playoff, contre qui est-ce qu'ils tombent ? Contre les Nets de Jason Kidd et Vince Carter. Et pas mal. Pas mal, mais la marche est trop haute. Les Nets sont peut-être 6ème, ils ont plus d'expérience. Ça va se conclure sur une défaite 4-2. C'est compliqué, honnêtement, pour Chris Bosh. Alors, en termes de série, ça fait 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, et après, les Nets finissent quoi. Les Raptors manquent de prendre le match 5 et ils perdent le 6. La fameuse importance du match 5 dans une série. Exactement. C'est assez compliqué pour Chris Bosh parce que il découvre ses premiers playoffs. Il tourne à seulement 17 points et demi, 9 rebonds et 1,8 contre. Ouais. Les pourcentages sont en baisse, 40% au tir au global et 20% à 3 points. C'est compliqué. Ouais. Il a pas dû être très content après ça, notre ami Bosh. Exactement. Je précise d'ailleurs à 3 points, je cite le pourcentage. Alors oui, à l'époque, il prend moins d'un tir à 3 points par match. C'est pareil, c'est une époque où on ne prend pas beaucoup de 3 points et encore moins quand on est poste 4. Ouais. C'est quand même, en vrai, en termes de volume, je crois qu'il rentre quasiment une centaine quand même de 3 points dans la saison, donc c'est quand même cool. Ouais, ce qui est honnête. Mais voilà. Malgré tout, donc cette saison, malgré cette défaite en playoff, c'est, moi je trouve, en tout cas à titre personnel, l'une des 3 plus belles saisons de la carrière de Chris Bosh. Dans le sens où c'est sa première grosse saison d'explosion. C'est une saison où il a quand même des bons pourcentages. Et en termes de jeu, d'impression visuelle, j'adore le Chris Bosh. J'étais bouffé des highlights. Le Chris Bosh de 2006-2007, il est trop cool. Mais le Chris Bosh de Toronto est très très cool. Je vous invite vraiment à aller mater des highlights. Ouais. On part direction 2007-2008. Une saison qui va être moins bonne d'un point de vue collectif pour les Raptors. Bilan à l'égalité, 41-41, 6ème de conférence. Les Raptors sont sortis en playoff. T'es à 50% de victoire et tu finis 6ème. Oui, les temps ont changé, d'accord. C'est l'époque où la conférence Est puait la dèche. Ouais, puis là, ça pue la défaite. Exactement. Dites-vous que ça veut dire que le 7 et 8 sont certainement en bilan négatif. Bah ouais, c'est ça qui est terrible. Les Raptors sont donc sortis en playoff par le Magic de Dwight Howard. Pour autant, si collectivement c'est toujours pas ouf, Bosh lui continue de progresser. Alors il ne progresse pas spécialement dans les stats, il reste dans les moyennes de la saison précédente. Par contre, si vous allez regarder les stats avancées, il a son meilleur PER en carrière et il a son top 3 true shooting percentage en carrière aussi.
Donc c'est des stats avancées, mais pour ceux qui ne sont pas experts, c'est des stats qui permettent de juger du niveau d'efficacité d'un joueur. Alors le true shooting, dans sa capacité de shoot, ça pondère en fait le fait qu'un 3 points ce soit plus dur qu'un lancer franc, etc. Et plus vous êtes élevé, plus ça veut dire que vous êtes bon. Et alors quand on connaît votre style de jeu, ça en dit encore plus. Et le PER, c'est pareil, hein, c'est l'efficience du joueur par rapport au nombre de possessions qu'il joue. Donc voilà, c'est son meilleur PER en carrière, son top 3. Il est de nouveau All-Star pour la deuxième fois d'affilée. Et en playoff, par contre, là ça progresse. Ça y est, il a pris la mesure. Alors certes, il a passé la marche, ça y est. Il a passé exactement, il va passer à 22, il va retourner sur son 22, 10 et 2 contre habituel. Il va quand même poser un petit 39.15 rebonds au Game 4 contre le Magic. Sympathique. Contre un Dwight Howard qui devait être type boy ou qui l'avait pas encore été peut-être. C'est le Dwight Howard à l'époque. C'est le Dwight Howard candidat MVP quoi. C'était exactement, il est candidat MVP, il a des qualités athlétiques de dingue. Et, Superman. Et voilà, exactement, c'est le Superman. Ouais. Mais bon, 2007-2008, donc pas une grosse saison collective. Il va pouvoir se réconsoler, je dirais, parce qu'à l'été, qu'est-ce qu'il y a à l'été en 2008 ? Il y a les Jeux Olympiques de Pékin. Exactement, de Beijing. Et il va aller gagner l'or au JO de 2008 avec la Redeem Team. Il est à l'époque le pivot backup de Monsieur Dwight Howard, justement. Quelle équipe cette Redeem Team aussi. Exactement. Tu peux nous citer des joueurs comme ça, pêle-mêle ? Pêle-mêle, LeBron, Kobe, Wade, Kidd, Paul, non ? Il y a Tyson Chandler, je crois, si je me souviens bien aussi. Paul, Howard. Il n'y a pas Tyson Chandler parce que justement, il y a Dwight Howard et il y a Chris Bosh. Il y a Deron Williams dans cette équipe. Il y a pas KG. Michael Redd. Michael Redd, ouais. Enfin bref, des beaux noms, quoi. Exactement. Des noms qui ronflent, ouais. Comme je disais, donc, Dwight Howard est meilleur rebondeur de Team USA avec 9 rebonds de moyenne sur cette campagne. Et il y a 2 petites anecdotes qui sont très intéressantes à raconter sur cet été-là. Déjà, il y a une anecdote, c'est l'anecdote du premier jour avec Team USA. Chris Bosh dit « c'est mon premier jour avec Team USA et je veux montrer que je suis un leader, donc je me dis, je me lève plus tôt que tout le monde, je vais plus tôt que tout le monde au petit déjeuner. » Il arrive, et dit « Et là, je vois Kobe, trempé de sueur. » Genoux dans la glace, et je me dis putain, cet enfoiré, en fait il était déjà en train de s'entraîner avant, alors que, parce qu'il faut replacer dans le contexte, 24 heures avant, il dispute, je crois que c'est le Game 7 des finales contre les Celtics, qu'il vient de perdre. Et il dit non mais à ce moment-là je comprends que j'ai beau m'entraîner très fort, je ne serai jamais Kobe. Mais c'est une très belle anecdote qui méritait d'être citée. Donc voilà un petit peu comment Chris Bosh. Et puis il parle d'autre chose. Beaucoup de gens pensent que c'est cet été-là que le Big Three des Heatles se serait formé. Pour Chris Bosh, lui explique que si ça a peut-être joué entre LeBron et Wade, il ne se permettra pas de parler pour eux, mais pour lui ça n'a pas joué parce qu'en fait il explique qu'à l'époque, l'un de ses regrets, il dit je suis trop timide, genre je joue aux cartes avec les gars, je suis là, etc. Mais il dit je suis un peu une mouche sur le mur. Dans le sens où je parle pas beaucoup, je m'impose pas vraiment. Et il dit, c'est un de ses regrets, il dit je pense que j'aurais pu parler un peu plus avec les gars, etc. Chris Bosh a quand même une personnalité un peu introvertie, quoi. Ouais, non, même pas spécialement introverti, mais on va dire que ce n'est pas un alpha. Et dans la Team USA remplie d'alpha, et ben quand tu te contentes d'être un mec qui est très bon dans ce que tu fais mais que tu cherches pas à prouver que t'es le meilleur, bah tu passes des fois un petit peu au travers, on va dire. Enfin pas au travers, mais tu es un peu transparent. Voilà donc pour cet été 2008, direction la saison 2008-2009, gros trade des Toronto Raptors puisqu'ils ramènent Jermaine O'Neal. Oh. Très bon joueur, Jermaine O'Neal. Incroyable joueur, oui, avec les Pacers monstrueux au début des années 2000. Exactement, pour faire un petit front de courte avec Chris Bosh là pour l'aider, et il sera tradé à la mi-saison. Jermaine O'Neal, on en reparlera plus tard. Gros début de saison donc des Raptors qui démarrent en 9-1, mais le soufflet retombe assez rapidement. Et les Raptors galèrent à être à 50% au moment du All-Star Break. Alors c'est notamment dû aux blessures, mais bon, l'effectif globalement n'est pas folichon. Pas au niveau, ouais. Exactement. Du coup, on arrive, comme je disais, à la mi-saison. Jermaine O'Neal, du coup, je te disais, il est tradé. Et à ton avis, est-ce que tu te souviens contre... Alors, est-ce que tu sais, pas que tu te souviens, mais est-ce que tu sais contre qui il est tradé et où il va ? Jermaine O'Neal... il va pas à Boston, Jermaine O'Neal ? Non, il est tradé à Miami contre Sean Marion. Ok.
Non, je savais pas du tout. J'avais pas. Je savais même pas qu'il avait joué. Je me souvenais pas qu'il avait joué à Miami. Si. Il a fait, je crois, une saison à peine, ou peut-être 6 mois seulement au Heat. Parce qu'en fait, c'est l'époque où Pat Riley commence à voir l'été 2010 arriver et il veut que des fins de contrat. Ouais. Voilà. Fin de saison assez cata pour les Raptors. Avec un bilan de 33-49, synonyme de pas de playoff. Terrible. Mais Bosh, malgré tout, tourne à 22,7 points de moyenne et il est de nouveau élu au All-Star Game. La saison collective n'est pas bonne et pourtant Monsieur Colangelo va proposer une extension à Chris Bosh pendant l'été, mais ce dernier va refuser. Alors est-ce que c'est qu'il a déjà un plan en tête? Est-ce que c'est qu'il trouve que l'effectif n'est pas bon? On n'en sait rien. Ou est-ce qu'il veut prendre plus? En tout cas, il refuse. Et donc, on arrive en 2009-2010 sur sa contractière. Et quelle contractière de Chris Bosh. Clairement, un effectif qui est remanié. Alors, il y a à l'époque José Calderon qui est déjà là, mais qui vraiment explose. On a Monsieur Demar DeRozan qui est drafté en 9, que Chris Bosh prend directement sous son aile pour le mentorer. On a aussi l'arrivée de Reggie Evans, de Chris Humphries, alias l'homme qui a été marié à Kim Kardashian pendant 2 mois, de Jared Jack et de Amir Johnson. Une belle petite équipe. Et une belle petite équipe de la fin des années 2000. Ouais, c'est ça, qui est relou dans cette période-là, quoi. Exactement. Bosh, lui, est en mode MVP et pose ses meilleures moyennes en carrière. 24 points, 11 rebonds, 51% au tir, un leadership monstrueux, encore une fois au All-Star Game. Mais ça ne suffit pas. Parce que Chris Bosh va se blesser à 10 matchs de la fin. Et là, les Raptors vont faire une très mauvaise série. Et vont avoir la très mauvaise idée, lors du dernier match de la saison, de perdre le match contre leur concurrent direct à la 8ème place, les Bulls. Et donc, pas de play-off. Ah, c'est terrible. Exactement, pas de play-off. Les Bulls sont 8ème avec un bilan de 41-41 et les Raptors sont 9ème avec un bilan de 40-42. C'est dur, mais c'est la dure loi de la NBA. Et ça amène donc un Chris Bosh qui n'a pour l'instant pas refait les play-offs depuis 2008. Ouais, c'est ça, donc depuis 2 ans, à son statut d'agent libre en 2010. La Free Agency en 2010, peut-être l'une des plus grandes de l'histoire. Je pense qu'on peut peut-être même dire là. Exactement, une des plus attendues de l'histoire. Avec cela, c'est pas des poissons à pêcher, moi j'ai mis c'est des mégalodons. Ouais, c'est ça. Pour n'en citer que 4, vous avez Wade, LeBron, Bosh et Stoudemire. Voilà, on est sur de gros poissons, en effet. Oui, bah déjà il y a LeBron, donc à partir de ce moment-là... Il y a le meilleur joueur de tous les temps, donc bon. C'est ça, et puis à l'époque il est en pleine bourre. Hein. Oui. Donc, qui dit Free Agency dit les GM qui font leur meilleur tour de magie et leur meilleur spectacle de claquettes. C'est pas vraiment vrai, mais en tout cas on essaye de séduire comme on peut les joueurs. Et c'est Monsieur Pat Riley qui va rentrer dans la danse. Et alors là, je vais vous donner l'anecdote au complet parce qu'elle mérite d'être racontée. Chris Bosh donc est dans ses bureaux à Houston où il reçoit les équipes une par une. Alors il va d'abord recevoir les Rockets, il va recevoir les Raptors, il va aussi recevoir les Bulls et il va recevoir le Miami Heat. Pat Riley arrive et là Chris Bosh dit déjà ça me choque. Dans toutes les autres équipes, c'était le coach qui parlait et le GM était assis derrière. Il dit là, Eric Spoelstra, il est assis à côté de son assistant derrière. Pat Riley, il arrive, il enlève sa veste, il remonte ses manches, il commence à me parler, blablabla, bla, 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 tu vas voir, tu vas être bien, etc. Je sais pas ce qu'il lui vend, mais il lui vend des trucs. Et il dit à un moment donné, il me regarde, il prend un sac, il pose un sac, et là il laisse tomber plein de bagues de champion. Il me regarde dans les yeux et dit, prends-en une, et tu me la rendras quand on sera champion ensemble. Belle anecdote. Magnifique. C'est tellement Pat Riley, quoi. Exactement. Tu sais, c'est le mafieux, quoi. Genre, vraiment. Ah, bah, vraiment. Et il faut savoir qu'il fera exactement le même coup avec LeBron derrière. Et que c'est certainement ce qui a mené au Big Three. Incroyable. En tout cas, Chris Bosh, lui, prend la bague de champion 2006, qui, pour l'anecdote, rendra à Pat Riley lors de son intronisation au Hall of Fame. Donc c'est très très chouette. Il l'a rendu bien plus tard, Laura. Ouais. Il l'a rendu genre 10 ans après, 10 ans plus tard que ce qu'il aurait dû la rendre normalement. Oui, complètement, il aurait dû la rendre 2 ans après, il l'a rendu 10 ans après, pourquoi pas. Ok. Bon après, Pat Riley a tellement de bagues, tu me diras. Oui, est-ce qu'il est con de Pat Riley, ces bagues tellement il en a, on ne sait pas. Je suis sûr qu'il sait même pas combien il en a.
Voilà. Et du coup, fin de cet entretien, et là il y a une deuxième anecdote, c'est le père de Chris Bosh, qui comme je disais tout à l'heure est un fan de basket, et donc un fan de basket des années 80, fan de Pat Riley. Et vraiment il dit, mon père devient fou. Mon père me dit, mais putain, mais c'est Pat Riley, il t'a dit que tu allais être champion, mais va avec lui, tu vas être champion mon fils, etc. Il dit vraiment, mon père pète un câble. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, on arrive un 4 juillet. Petit appel tranquillement entre Dwayne Wade, LeBron James et Chris Bosh. Jour de l'indépendance. Exactement, jour de l'Independence Day. Les 4 s'appellent et là LeBron dit bon on se retrouve à Miami. Dwayne Wade dit bah j'en suis et Chris Bosh dit bah comment que j'en suis. Et du coup c'est le moment officieusement où tout s'acte entre les trois. Derrière Wade appelle son pote de Sports Center qui est un méga fan des Bulls et qui espère qu'une seule chose, c'est voir Dwayne Wade et Chris Bosh arriver aux Bulls. Il appelle et dit ouais, est-ce que tu peux nous organiser une petite émission, je serai avec Chris, on va annoncer nos choix, etc. Et vraiment allez regarder parce que vous allez voir un mec tout joyeux se décomposer en direct. Et donc vous avez Wade qui dit qu'il reste à Wade County et il y a Bosh qui dit moi je rejoins Mr. Wade à Wade County. I join Mr. Wade in Wade County. Exactement, merci, c'est très bien dit. Et incroyable. Quelques jours plus tard, donc The Decision. C'est le 7, c'est ça, 3 jours plus tard, nous avons The Decision. LeBron annonce qu'il va à Miami également. Ça y est, le Big Three le plus incroyable de l'histoire est formé à Miami. Qui ne devient plus le Miami Heat, mais le Miami Heatles, tellement c'est fou. On les compare aux Beatles. Bah ouais, c'est ouf. Ils faisaient bouger les foules pareil. Ah bah, et puis ils vont faire bouger beaucoup de choses. On va pas parler que des Heatles, mais en termes de tout, ça a été incroyable, les Heatles. Ah bah ça. Chris Bosh est clairement, à l'époque, bah du coup, le joueur le moins fort des trois, on va dire, si on regarde objectivement. Mais c'est pour autant celui qui va avoir le rôle le plus important, le rôle de clé de voûte. Et le joueur que Eric Spoelstra a le plus encensé pendant la période Heatles, c'est Chris Bosh. Alors cette stat, elle est sortie de mon cul, mais elle me plaît donc je vais l'utiliser. Mais clairement, c'est l'un des joueurs, non, plus sérieusement, c'est vraiment l'un des joueurs que Chris Bosh, que Spoelstra va le plus encensé et qu'il clairement juge comme le plus important dans son système. C'est clair, c'était le lien un peu entre les deux grosses superstars que t'avais. Ah bah c'est même plus que le lien, c'est-à-dire qu'en vérité, une grosse partie du système repose sur le fait que Chris Bosh est si fort et a cette capacité à écarter les raquettes que bah du coup c'est parfait pour des slashers comme Wade et LeBron. Petit fait comme ça, faut savoir que sur les 4 années au Heat, le joueur qui a le meilleur différentiel, c'est Chris Bosh. Alors c'est pas LeBron James, c'est pas Dwayne Wade, avec plus de 10 points et demi de différence, c'est Chris Bosh. Et littéralement genre quand vous regardez le différentiel, genre c'est-à-dire que le Heat quand Chris Bosh est sur le terrain, il y a un différentiel, genre il y a 3 points de plus en attaque par rapport à la défense. Et quand il est pas sur le terrain, genre l'attaque est déficitaire de moins 2 points par rapport à la défense. Putain. Genre il pèse, genre c'est vraiment il est clairement important dans ce truc là. Et il est clairement important et pourtant il a le rôle ingrat de troisième option avec les difficultés que cela amène. Alors déjà, ne serait-ce que des difficultés pour lui, pour s'adapter quand vous passez d'être le MVP, la superstar, le Michael Jordan d'une franchise à la troisième roue du carrosse. Il en parle dans l'épisode 57 de All the Smoke que je vous invite à aller voir. En fait, il dit que lui, à l'époque, il se voit un peu comme une superstar, mais bon, il fait le choix d'aller au Heat. Et il dit, je comprends très vite que mon corps, comme il dit, ils en rigolent, genre, il dit, mon corps n'est pas fait comme ça, genre, je ne peux pas faire ce que font LeBron et Wade, genre, je ne peux pas faire des contre-attaques à toute berzingue. Donc, il a bien conscience qu'il va devoir être cette troisième option. Et même si c'est difficile, même si son rôle est diminué et que le problème c'est que les critiques par contre elles vont être amplifiées et que pareil comme il explique dans All the Smoke, lui à l'époque sa manière de répondre au public c'est de dire bah je prends 30 shoots, je te mets 40 points et tu fermes ta gueule. Bah là tu peux plus le faire. Donc ça lui demande d'apprendre plein de nouvelles choses, mais Chris Bosh est intelligent, il veut tout accepter, il va tout accepter parce qu'il veut une seule chose, c'est gagner. Le titre. Exactement. Et quand vous faites le bilan, Chris Bosh passe 6 saisons à Miami, c'est presque autant qu'à Toronto où il passe 7 saisons. Mais vous prenez juste déjà les 4 saisons avec les Heatles, le sacrifice, il va se ressentir uniquement dans les stats. C'est-à-dire que oui, il va passer de
23 points de moyenne et 10 rebonds sur ses 4 dernières années à Toronto à 17 points pour 10 rebonds. Mais par contre, collectivement, c'est le jour et la nuit. 4 apparitions en play-off, 4 finales NBA, 2 titres. Alors qu'avant, c'est 2 apparitions en play-off avec Toronto en 7 ans. Et 0 tour passé surtout. Hein. Exactement, et 0 tour passé. Ouais. Je veux dire, on parle d'un individu qui veut gagner et qui explique que, en fait, comme il dit, je pense que si on n'avait pas été... que s'ils n'avaient pas été aussi bons aussi vite, et notamment en faisant les premières finales, même si c'est là que eux s'attendaient à être, le fait que ça marche quand même aussi rapidement a confirmé son choix. Et il explique aussi qu'il apprend énormément de choses. Il parle des finales 2011 notamment, où il dit en fait à l'époque, je pensais qu'on allait arriver en finale et ça y est, c'était déjà gagné. Et il dit j'ai appris vraiment beaucoup de choses pendant cette première finale. Il dit le fait que rien n'est gagné en finale et qu'en fait c'est vraiment un sport différent, même des playoffs et du reste. Ah, tu m'étonnes. Surtout ces finales-là qui sont quand même un peu spéciales, quoi. Exactement. En fait, il explique aussi que lui, il dit, à l'époque, je me fais un peu monter la tête parce que les médias nous encensent au début sur les 3 premiers matchs. C'était Et il dit... Tout le monde les voyait champions et c'était impossible de voir autre chose que cette équipe du Heat qui était à être championne, surtout face à Dallas qui était une équipe de vieux briscards, tu vois. C'était les vétérans contre les jeunes en pleine bourre, ouais c'est ça. La narrative était toute construite autour de ça. Exactement, et il explique que du coup les médias un peu rentrent dans sa tête et lui auront fait un sentiment de suffisance. Il y a cette image aussi où après les finales 2011, quand ils perdent, on le voit pleurer dans le couloir. Il a une très bonne vanne lors de son intronisation à Hall of Fame où il dit oui, j'ai pleuré comme une petite fille et c'est vraiment pas sympa pour les petites filles parce qu'elles ont plus de fierté que moi. C'est pas... en même temps tu t'es pris la blitzkrieg de Dirk sur la gueule là. Et puis ton concurrent direct, oui, t'as roulé dessus. Là oui, MVP des finales, finale légendaire, et puis surtout c'est un papy. Exactement, quoi. Alors que c'est toi qui défends sur lui, c'est relou. C'est un papy qui ne saute pas par-dessus un stylo, donc ça fait chier quand tu fais 2m11 et que t'es quand même assez athlétique, quoi. C'est ça. Donc il apprendra énormément de choses en 2011. Je vais passer vite fait, je vais pas redétailler un peu saison par saison parce que comme je disais c'est un peu plus proche, donc je vais plus axer sur le côté clé de voûte. Il y a le fait qu'en 2012 typiquement, si vous regardez ce qu'il apporte dans l'attaque lors des finales contre OKC, c'est qu'en fait il fait un peu, moi je trouve, éclater la défense d'OKC par un aspect, c'est qu'il peut s'écarter du panier, et en fait lui aime beaucoup jouer face-up Chris Bosh. Mais du coup quand ton vis-à-vis c'est Kendrick Perkins, si tu le joues face-up, tu l'encules Kendrick Perkins. Oui, c'est ça, tu fais un pas de côté, il est perdu Kendrick, il est pas très rapide. Du coup, c'est ça, et du coup ça ouvre encore beaucoup de choses. En 2013, est-ce qu'il y a besoin de parler de son importance? On en parlera après. On parlera de ce rebond. C'est ça, et en 2014, un petit peu la même chose en fait. L'intérêt de Chris Bosh dans le jeu du Heat, c'est de permettre d'écarter la défense, d'écarter le pivot, parce que Chris Bosh joue pivot au Heat, donc d'écarter ce pivot pour ouvrir des lignes de pénétration pour ses coéquipiers. Et en 2014, c'est plus simple de mettre des paniers quand il n'y a pas un gros steak comme Tim Duncan ou Thiago Splitter dans la raquette, quoi. C'est ça, et accessoirement, quand vous lui passez le ballon, même à l'extérieur, le pépère est soyeux. Oui, très beau geste, Chris Bosh, même s'il est grand. Ah oui, très beau geste. Ouais. En tout cas, donc comme on en revient un petit peu de manière plus globale, ce sacrifice paye. Et il est assez récompensé en vrai par les spécialistes parce que il va quand même aller 4 fois au All-Star Game, alors c'est clairement plus par reconnaissance de son rôle et de son importance que pour ses stats. C'est ce qu'il faut aussi à l'époque, il est critiqué, beaucoup ne comprennent pas pourquoi il y va. Et Bosh me dit, en fait, c'est devenu tellement le joueur du système, et je vais faire une analogie, mais une petite comparaison. Alors non, ce n'est pas du tout James Harden, calme-toi. Non, moi je trouve en fait que finalement, Chris Bosh, c'est un petit peu lui le moteur du Miami. C'est lui qui permet à toutes les autres pièces de fonctionner à plein régime et en pleine synergie. C'est ça. Parce que sans lui, il y a des petits accros. En fait, Chris Bosh, c'est la courroie de distribution. Ouais, c'est les vilebrequins. Choisissez les experts mécaniques, là, ceux qui bouffent des pistons dans leur bol. Là. Voilà, ceux qui mangent des salades de soupape au petit déjeuner. Exactement. Perso, je mets le lait après. Que c'est un peu ce rôle-là, en fait, ce rôle de liant, le ciment entre les briques, le ballon. Exactement. Ça reste cependant aussi un leader qui sait reprendre son rôle de superstar. Je veux dire, allez regarder les matchs où Wade et Brown sont pas là.
Il y en a notamment un qui est bien connu, c'est un match contre les Hawks où il va envoyer 30 wimps et où il va envoyer Vlad buzzer à 3 points en fin de temps réglementaire pour décrocher l'overtime. Et vous avez le Wade et LeBron qui explosent, on dirait des cadets sur le banc, c'est un truc de ouf. Genre, ils sont là, ils sautent et ils courent vers lui sur le terrain, c'est incroyable. C'est de très belles images et qui permettent donc de montrer que Chris Bosh est toujours Chris Bosh. Ah oui, mine de rien. Et comme je dis, c'est ça, et comme on disait, donc superstar, liant, capable de pousser des coups de gueule. Il en pousse notamment un au début de la saison 2013-2014 du Heat qui est pas bonne du tout. Où il explique que en fait, il y a cette anecdote où en fait il rentre dans le vestiaire, il regarde tout le monde et il dit mais là, c'est pas une équipe qui vient d'être 2 fois championne NBA. On ne mérite rien, on ne mérite même pas de faire les playoffs. Et je crois que derrière, si vous regardez les stats, il me semble qu'après cette déclat-là, c'est marqué dans le bouquin de Nicolas Michel, je crois qu'après cette déclat-là, ils font genre un mois de décembre où ils font genre 16 victoires pour 4 défaites. Donc un bonhomme qui était écouté et dont je vais finir un petit peu la présentation au hit par un petit pêle-mêle de ses meilleurs matchs. Je vous invite à aller voir son 40 points contre les Nuggets en novembre 2012. Je vous invite à aller voir le Game 7 contre les Celtics en 2012, parce qu'il y a le Game 6 de LeBron, mais allez voir le Game 7 de Chris Bosh en 2012. Solide. Il est plus que solide, il revient de blessure et vraiment il est très très bon dans ce Game 7. Chris Bosh, n'importe quoi. Kevin Garnett dans la poche arrière. Exactement. Tout bonnement. Quand c'est son idole de jeunesse en plus, excuse-moi, mais voilà, c'est magnifique quoi. C'est magnifique. Tu veux une petite anecdote comme ça avec Chris Bosh et son idole de jeunesse? Je veux une anecdote, je vis pour ça. Allez, tu vis pour ça? Ouais. Chris Bosh raconte que la première fois qu'il a joué contre Kevin Garnett, il dit je suis sur le terrain et je lui dis je suis fan de toi, et il dit Jay me dit de fermer ma gueule. Et ensuite il commence à me trash talk genre pendant le match. Et il dit, et il y a un truc que j'ai jamais compris, et il dit c'est ce jour-là que j'ai compris que j'étais pas fait pour trash talker. Il dit à un moment, il me regarde et il m'appelle Cry Baby Mama. Et il dit mais je n'ai toujours pas compris aujourd'hui de qui il parlait quand il parlait de Cry Baby Mama. Du coup voilà pour l'anecdote. Après c'est Kevin Garnett quoi, c'est... Oui. Il en parle en fait dans le podcast All the Smoke, et je crois que c'est Matt Barnes qui dit mais après il y a des fois où il se parle tellement à lui-même aussi que tu sais pas s'il trash talk que toi ou s'il se trash talk que lui. Il est un peu fou, dira-t-on. Exactement. Donc ce Game 7 face aux Celtics, ce Game 6 face aux Spurs dont on parlait tout à l'heure, avec Rebound Bosh, back out to Allen, it's 3-pointer, bang. Non, allez voir ce Game 6 parce que donc il y a ce rebond effectivement à la fin du temps réglementaire pour permettre au Heat d'égaliser. Mais il y a aussi le contre sur Green à la fin de l'overtime. Oui. En vrai, le contre, il est propre sa mère. Hein. L'autre il saute pas, mais alors il prend vraiment que le ballon et vraiment c'est non, ça c'est à moi. Voilà. Les fans des Spurs en PLS actuellement. Exactement. Allez voir ce match, allez voir cette série. Et en vrai, pareil, allez voir du coup les séries de 2012 et la série de 2014 parce que. Alors surtout 2012-2013, donc comme je disais, 2012 il mange Perkins, il fait éclater un peu la défense. En 2013, il permet quand même d'écarter pas mal Tim Duncan. En 2014, il permet de l'écarter aussi, mais les Spurs trouvent une réponse collective. Et il en parle d'ailleurs dans le podcast avec donc dans All the Smoke, où il dit aujourd'hui, quand je revois le match, il dit la série, il dit le seul regret que j'ai, c'est que si à l'époque je décide plutôt de passer le cap, de tirer vraiment beaucoup plus à 3 points plutôt que tirer à mi-distance à 2 points. Il dit mais Tim Duncan est obligé d'être sur moi. Et il dit mais alors là ils ont aucun ajustement. Et en fait il explique que ils auraient fait en sorte de fermer les lignes de drive pour LeBron. Mais il dit mais moi j'aurais pu réaliser la plus grande série de ma carrière. Oui c'est clair. Parce que ils seraient jamais venus close out sur moi. Ouais. Et j'allais dire les Spurs auraient été obligés de mettre genre un duo sur lui parce que il aurait pu plus le suivre je pense. Mais Dio est quand même plus petit. Donc c'est ça, et puis en fait ce qu'il explique aussi c'est qu'il dit moi à l'époque mon vis-à-vis c'est Duncan, mais il dit moi en fait le truc c'est que Duncan, moi j'ai beaucoup de respect pour Tim Duncan, mais il dit mais déjà il va jamais venir close out sur moi à 3 points, il va toujours me laisser le prendre, et Chris Bosh est un putain de shooter à 3 points pour un poste 4, genre vraiment on parle d'un mec qui tourne à plus de 35% en carrière, c'est quelqu'un Chris Bosh à 3 points. L'un des meilleurs stretch forts, même l'un des premiers vrais stretch forts de l'ère moderne tu vois.
Je pense il y a lui. On en parlera un petit peu à la fin quand on fera un peu un pêle-mêle large sur lui. Ouais, je dirais lui et Kevin Love, quoi. Ah bah clairement. Et puis Chris Bosh a cette capacité à poser le ballon au sol, à pouvoir dribbler. Oui. Et en fait, il explique que contre Tim Duncan en 2014, il aurait très rarement pu soit lui dire si tu viens close out, moi je vais te prendre au dribble. Et sans manque de respect à Tim Duncan, Chris Bosh est quand même plus athlétique et plus rapide que Tim Duncan. Oui, surtout que c'est vieux Tim Duncan à cette époque-là. Bah oui. C'est ça. Où il dit sinon si tu me laisses ouvert, je te la mets dessus à 3 points, quoi. Donc voilà un petit peu pour l'époque Heatles, là où il est la clé de voûte. LeBron part en 2014, on en parlait tout à l'heure. Oh mon dieu, LeBron est parti de Miami. Qu'est-ce qui se passe? Tout s'effondre. Malheureusement, tout s'effondre un petit peu. Alors déjà, faut savoir que Bosh vit très mal le départ de LeBron. Il explique que, en fait, il dit à l'époque, je suis un peu égoïste sur le sujet, mais il dit, mais avant que ça va me prendre plusieurs mois en fait avant de reparler vraiment avec lui. Il dit à l'époque, je comprends pas pourquoi il revient pas alors qu'on peut faire des choses extraordinaires. Il dit, je suis dépité et tout, et puis il dit surtout, moi ça fait 4 ans que je suis 3ème option, et là on me regarde, on me dit, faut que tu remettes 25 points par match. Il dit, je veux bien, mais ça fait 4 ans que je fais pas ça, je suis peut-être un peu rouillé. Rouillé, il ne le sera pas du tout, puisqu'il va montrer que malgré qu'avec son nouveau rôle, il n'a rien perdu de son époque Toronto. Il fait évoluer son jeu, il fait évoluer dans la continuité, du coup je disais de la saison précédente, où il commence à s'écarter à 3 points, là il s'écarte définitivement, il monte à plus de 4 tentatives par match, il en met 37% et demi, il remonte à 21 points de moyenne, il est encore élu All-Star, je crois que c'est la 10e fois consécutive qu'il est élu All-Star. Franchement, ce début de saison du Heat à l'époque, tout va bien. Ils ont drafté Justice Winslow, ils ont une belle petite équipe, si je dis pas de bêtises, ils ont genre Shabazz Napier à la main, il y a D-Wade, il y a Justice Winslow, il y a Bosh, et le pivot c'est l'époque où Hassan Whiteside explose. Ouais, il y avait du potentiel dans cette équipe, Winslow et Napier à cette époque-là, on y croit beaucoup. Exactement, Napier qui est drafté d'ailleurs sous recommandation de LeBron, parce que LeBron dit que c'est son joueur préféré dans la QV de 2014. Napier, champion NCAA et MOP, si je dis pas de bêtises. Exactement, avec Villanova. Yukon, non? Je sais plus. Yukon, oui, non, Yukon, t'as raison, Yukon. Non, si, c'est Yukon, t'as raison. Okay. Et Bosh à l'époque en parle, il dit, moi je pense qu'à l'époque on peut aller regarder LeBron en finale de conf, voir le taper avec cet effectif-là. Ce qui en vrai sur le papier n'est pas infaisable. Ça se défend. Exactement, mais malheureusement, après le All-Star Break, petit problème de santé pour Chris Bosh, et je dis petit problème de santé, mais non, c'est grave. Il sent une gêne dans les poumons, il va à l'hôpital, on commence à lui faire passer un scanner, et là on lui dit, monsieur, vous allez nous rejoindre en chambre en fait. Alors du coup il va en chambre, il commence à être un peu tubé, etc. partout, il a le truc dans le nez pour respirer. Le médecin arrive, voilà, vous avez un caillot de sang dans les poumons, vous avez un risque du coup d'embolie pulmonaire, et on vous le dit, les 48 prochaines heures sont critiques parce que peut-être tu vas mourir. C'est ça, si tout se passe bien, ça va aller, si tout se passe pas bien, tu claques. Fun. Du coup, c'est pas fun. À cette époque-là, il a quoi? Il a 32 ans, un truc comme ça, non? 32, 33, attends, on va en revenir après. À cette époque-là, il a 30 ans. 30 ans, ok. Oui, il a 30 ans. Il passe du coup 15 jours à l'hôpital. Il va subir 2 opérations assez importantes, mais heureusement, il est mis hors de danger. Alors, il est out pour la fin de saison, mais il est hors de danger. Lui explique qu'après la première opération, il dit c'est dur. Parce que ça fait 15 jours que je suis dans un lit, il dit mais j'ai pas à réapprendre à marcher. Il dit je sais marcher, par contre, il dit j'ai à peu près, il expliquait qu'en fait il dit je suis capable à ce moment-là de sortir de mon lit, de faire un aller-retour dans le couloir et ensuite je dors pendant 20 heures, tellement je suis fatigué. Ah putain. Donc c'est très dur, mais Chris Bosh est un bosseur, Chris Bosh va tout faire pour se remettre correctement et pouvoir réattaquer la saison 2015-2016. Il est de retour dès la reprise et franchement il contribue à nouveau très rapidement, 19 points de moyenne, 7 rebonds et demi, toujours 36% à 3 points. Il continue jusqu'au All-Star Game, il est de nouveau All-Star, mais encore une fois, après le All-Star Break, malchance. Alors il a joué plus de matchs que la saison précédente, il en avait joué 44 en 2014-2015 et il en jouera 53. Mais petite blessure au mollet, au début on se dit c'est pas grave, il doit avoir une petite déchirure, et puis examen, et puis putain en fait il a encore un caillot de sang dans le mollet. Je me souvenais plus de son truc dans le mollet, je te cache pas. Si, ça démarre comme ça en fait, c'est une blessure au mollet, et en étudiant la blessure il découvre qu'il a de nouveau un caillot de sang. Hop, rebelote, comme on dit. Cependant, les médecins cette fois vont avoir un verdict différent. C'est la 2e fois, c'est possible que qu'il produise lui-même ses caillots de sang. La situation est très simple. Soit tu arrêtes ta carrière,
soit tu prends le risque de mourir à chaque fois que tu mets un pied sur un terrain. Bon, dur dilemme. Ouais, l'ambiance devait pas être folle. Ah non, il raconte qu'il a beaucoup pleuré sur le chemin du retour avec sa femme, et c'est bien normal. Ouais. Donc voilà, 31 ans, la blessure est déclarée carrière ending par la NBA. Donc en gros, la NBA ne l'autorise pas à rejouer. Ouais, logique. En tout cas, tant qu'il est pas clear. 31 ans, pour vous donner un petit exemple, c'est actuellement l'âge d'Anthony Davis. Donc vous imaginez, Anthony Davis, là, c'est fini. Voilà, c'est terminé, c'est salut. Putain. Ciao mon pote. Ciao Pantin. Exactement. Donc tout son rêve, tout ce pourquoi il s'entraîne depuis qu'il est tout petit, c'est jeté à la poubelle. Et c'est une info qui est très dure à encaisser par Chris Bosh. Tu m'étonnes. Il explique que lui, à l'époque, en vrai, il a une grosse chance, comme il dit, c'est d'avoir sa femme à ses côtés. Et c'est assez beau quand il en parle, parce qu'il dit vraiment que... Il fait vraiment comprendre que sans elle, il aurait pu être dans des eaux bien plus troubles que ce qu'il a été, et qu'en vrai, ça a quand même globalement été parce qu'elle était là. C'est beau l'amour. Exactement. Le hit va aussi pas mal l'aider, parce qu'ils vont encaisser la formation. Elle est dure aussi, t'as ton joueur, parce que c'est vrai que j'ai pas dit, mais quand LeBron se barre en 2014, Bosh il re-signe 4 ans, 118 millions. Putain, tu mets 118 millions, tu l'as signé il y a 2 ans, et là il peut plus jouer. Mais le hit est plutôt classe, merci Pat Riley. Ils annoncent que ils vont en fait échelonner son contrat sur la saison prochaine, donc il va toucher tout le reste de son contrat la saison prochaine, et après il sera coupé, donc ça lui permet quand même de toucher son salaire, et ça c'est très très classe. En 2017, il est définitivement coupé par le hit. Il va essayer de son côté de faire ce qu'il faut pour revenir en 2018 et 2019, mais c'est pas possible, genre ça ne s'améliore pas, il a toujours ses problèmes de caillot. Et en fait, il faut comprendre que j'ai pas été regarder la maladie en détail, mais de ce que lui a l'air d'en dire, en fait, c'est pas dangereux dans la vie de tous les jours, parce que, il y a assez peu de chances que le caillot remonte au cœur ou soit suffisamment gros pour que ça se bloque. Ouais. Et je pense, il le sous-entend pas, mais je pense que ça peut aussi être lié au traitement qu'ils ont des fois en NBA pour certaines blessures. Mais que si tu fais du sport, le problème c'est que ton sang circule beaucoup plus, et là le caillot peut être amené à passer par le cœur et potentiellement à provoquer un arrêt cardiaque ou une embolie pulmonaire. Donc en 2019, annonce de la retraite. Dans la foulée, Pat Riley dit « Plus personne ne portera le numéro 1 à Miami ». Est-ce que c'est bien clair ? Est-ce qu'on s'assoit tous là, c'est clair ? Donc cérémonie de retrait de maillot et direction l'après-carrière à 31 ans. Alors que, comme il dit, à l'époque, il dit, quand j'étais jeune, j'étais coéquipier avec Vince Carter, et je prends ma retraite avant lui, alors que lui, il est 8 ans plus vieux que moi. En même temps, Vince Carter, c'est un peu un surhomme pour ça. Exactement. Faut être honnête. Mais du coup, 31 ans, retraite en 2019, donc à 33 pour le coup. Il va être intronisé au Hall of Fame en 2021. C'est le premier joueur de la QV de 2003 à être intronisé au Hall of Fame. Franchement, très beau speech. Je vous invite à aller le voir, il est dans les liens que je vous mettrai dans l'épisode, dans les sources. C'est souvent un peu chiant, je trouve, les discours de joueurs au Hall of Fame, parce que des fois il se passe un peu de pommade. Mais il est assez cool, celui de Chris Bosh, et il a surtout une très belle phrase que je voulais citer. Comme il dit, en fait, je pleure énormément. Il dit oui, je sais, je suis un homme émotif, je pleure. Mais à chaque fois que j'ai pleuré, c'est pas parce que c'était la fin de quelque chose, c'était parce que c'était le début de quelque chose de nouveau. Et je trouve ça très beau, donc je voulais le citer. Merci pour cette belle phrase. Depuis, Chris Bosh est devenu père de famille à plein temps, puisqu'il a de quoi faire quelques matchs de basket, puisqu'il a 5 enfants, donc il peut déjà créer une équipe. Petit pick-up game dans le jardin, allez. Exactement, donc il est devenu, redevenu un père de famille à plein temps. C'est un house husband en fait. Exactement. Comme c'est un passionné de musique, il a monté son propre label qui s'appelle Daddy Jack Records. Ok, je sais pas. Incroyable. Et le label a pas fait grand chose, mais il y a notamment un son avec Gucci Mane et Rico Love qui s'appelle Miss My Wo. Ok. Que j'ai été écouter et que c'est pas mon style musical. Je pense que ça peut pas certaines personnes, mais c'est pas mon style musical, on va dire. Ok. Et puis il a aussi écrit un livre qui s'appelle Letter to Young Athletes, où il donne ses meilleurs conseils aux jeunes athlètes et à comment, son expérience, etc. Comment faire face à certaines épreuves. Et voilà, tranquillement, pour monsieur Chris Bosh.
Tranquillou Bilou, qui aujourd'hui aborde de nouveau sa magnifique coupe époque Raptors. Yes. Le retour de Snoop Dogg. Exactement. G. C'est le retour de Chris Bosh Snoop Dogg. Ouais. Chris Dogg. Mais voilà un peu pour la carrière de Chris Bosh, joueur sous-coté. Et donc belle il histoire, fallait rappeler carrière, un petit peu. Beau joueur, magnifique. Ah franchement, tout est beau, tout est beau. Bah en vrai, je voulais qu'on parle un petit peu là, de se garder 5 minutes pour parler un petit peu juste d'un côté un peu plus déconstruit. En regardant les highlights de Chris Bosh, je me suis fait une remarque, et alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je trouve que Chris Bosh et Victor Wembanyama partagent énormément de similitudes dans le jeu. Dans le sens où Chris, à l'époque, est du coup déjà un joueur qui s'écarte et un joueur un grand qui possède déjà un handle. Et en fait, même dans la mentalité, il explique qu'à l'époque, bah oui, on lui dit de jouer sous le panier, mais en fait, il en a un peu rien à foutre. Genre, il veut un peu jouer comme il veut et comme son idole. Et ça me fait vraiment penser à ce que dit parfois Victor, où il dit je veux pas être un pivot traditionnel, je veux être autre chose. Alors bon, la taille est différente, le talent est peut-être aussi. Mais je me suis dit, en vrai, Chris Bosh a un peu Victor vibes quand il est jeune, tu vois. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est pas le truc le plus. C'est pas la comparaison la plus évidente, évidemment. Mais Non, mais je me suis dit, en vrai, il y a un petit truc. Et je me suis dit autre chose. En vrai, Chris Bosh, au lieu de se faire drafter en 2003, il se fait drafter en 2013. Oh nom de Dieu. Franchement, aujourd'hui, il regarde. Enfin, je pense qu'il massacrerait la ligue. Ah bah c'est sûr. Parce que genre, c'est vraiment ça en fait. J'essaie de trouver une comparaison, mais genre, certes, il est un peu skinny, actuellement, j'en vois pas beaucoup qui lui ressemblent. Bah en vrai, on dirait. Je trouve que ça me fait. Enfin, je vais citer deux trucs, mais il fait un peu penser à Bam Adebayo dans ce côté un peu all-around, mais il est plus skinny que Bam. Ouais. Parce que Bam est quand même un buffle. C'est ça, mais Chris Bosh a un excellent sens de la passe. Regardez avec les Heatles et même déjà à Toronto, Chris Bosh c'est un joueur qui trouve des très bonnes lectures de passe. Quand il est au poste bas ou poste haut, il est très très bon. Et ouais, moi je pense que dans la NBA moderne, franchement, ah bah il en fait plaisir à beaucoup de gens. Comment ça tu fais? Ah bah en fait ça fait un peu Lauri Markkanen vibes aussi, parce que ça fait un grand steak de plus de 10 qui shoot à 3 points. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais je pense que Chris Bosh a quand même d'autres qualités en plus, genre notamment la défense. Oui. Mais ouais, voilà pour Chris. Ouais bah magnifique, très belle histoire, très très cool. Je n'ai pas de petit jeu moi parce que je savais que ça allait être long, donc je voulais pas faire plus long non plus. Très bien, c'est pas grave, ça me va si on se quitte là-dessus. Petite question, quel numéro avait-il au 8 ? Le 1. C'est bien, et quel numéro a-t-il au Raptors ? Le 4. C'est super, très très fort. Bah écoute. On va s'arrêter là-dessus. Allez, ça marche. Allez, bah topette, et puis on on se vous retrouve dit la semaine topette. prochaine. Allez. Bisous. Bisous.